Bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre présence et participation. Je suis Myriam Benamou, responsable des programmes de renforcement de compétences à la plateforme ELSA. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Soumaïa Rali, responsable thématique enfants et adolescentes à SIDAction. Sabrina Hervé, responsable des programmes d'appui technique à Solidarité SIDA. Céline Bayac, référente santé communautaire et genre à Soltis. Christine Mauget, coprésidente de la Fédération de Nouvelle-Aquitaine du planning familial et membre du comité exécutif de la plateforme ELSA. Et enfin, Leïla Lost, coordinatrice de la plateforme ELSA. Je passe la parole avec plaisir à Soumaïa Rali, pour rappel, qui est responsable thématique enfants et adolescentes à SIDAction et qui va nous présenter le projet Formation et Empowerment pour un accompagnement renforcé des adolescents, adolescentes et jeunes filles infectées. Soumaïa, je t'en prie, tu as 10 minutes de présentation. Bonjour, merci Myriam. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là pour cette nouvelle réunion du cadre de concertation de la plateforme ELSA. Dans le temps qui m'est imparti, je vais vous partager l'expérience de la phase 2 du projet de formation et d'empowerment pour un accompagnement renforcé des adolescents et adolescentes et jeunes vivant avec le VIH, ou plus communément appelé projet ADO, soutenu par Expertise France et l'AFD. Donc, l'objectif général de ce projet est de contribuer à réduire la mortalité parmi la cible, donc adolescents et jeunes vivant en Afrique subsaharienne, en tenant compte du contexte de la crise sanitaire. On cite principalement 6 pays, donc vous voyez Burkina, Burundi, Congo, Côte d'Ivoire, Mali et Togo, tout en sachant qu'un certain paquet d'activités bénéficie plus largement aux membres du réseau Grandir Ensemble, dont je reparlerai plus tard. Donc, il s'agit d'un projet prévu sur une durée de 3 ans, donc il a démarré en juin 2020, donc nous sommes à mi-parcours, avec un budget qui s'élève à un peu plus d'1,5 million et donc soutenu par Expertise France à travers l'initiative et l'AFD. Si rappel en termes d'historique, donc SIDAction a investi la question du VIH pédiatrique depuis un peu plus de 15 ans maintenant, avec le premier programme Grandir, qui a été mis en œuvre entre 2006 et 2017 en partenariat avec Initiative et Développement, un programme de prévention de la transmission verticale, donc de la mère à l'enfant, et qui visait à mettre en place des consultations pédiatriques au sein des associations partenaires en diffusant des outils de formation et d'information. Donc, au niveau du transfert de compétences, là, on était vraiment sur une prise en charge globale avec suivi anthropométrique, nutritionnel, accompagnement psychologique et le développement d'une offre de services de santé sexuelle et reproductive, donc au fur et à mesure, au fil des années. Les principaux résultats, donc on a constaté une amélioration de la prise en charge et principalement une réduction du nombre de perdus de vue et des décès. La création du réseau Grandir avec une extension géographique. Donc, le réseau Grandir regroupe 18 associations de 11 pays d'Afrique du centre et de l'Ouest. Et ce réseau s'est donné pour mandat principal de plaider pour une meilleure prise en compte et prise en charge de qualité pour les enfants et adolescents vivant avec le VIH. À la suite de ce programme Grandir, donc il y a eu la phase 1 du projet ADO qui a été mise en place entre 2017 et 2019. Et là, l'idée était de cibler davantage les adolescents et les jeunes pour tenir compte des enjeux liés au vieillissement des files actives. Avec les progrès constatés dans le cadre de la PTME, donc on a eu un nombre croissant d'adolescents et de jeunes suivis, et donc la nécessité de mettre en place des services adaptés à leurs besoins spécifiques, et donc également de poursuivre tout le volet de renforcement des capacités des soignants qui viennent des sites centraux décentralisés, que ce soit du secteur associatif ou public, et en rendant visibles les actions de ces jeunes, notamment à travers la péréducation. Donc, cette phase 2 dont je vais vous parler assez rapidement, donc, la logique d'intervention est construite autour de 4 axes, et donc, principalement des leçons apprises. Et si on tient compte des indicateurs, donc, notamment sur la question du VIH pédiatrique, donc, des mauvais indicateurs, donc il y a une nécessité d'intensifier et de poursuivre les efforts pour améliorer cette prise en charge globale.
de renforcer également le travail en synergie avec les différentes parties prenantes. Là, l'idée est de renforcer la collaboration avec les programmes nationaux pour assurer un meilleur ancrage dans les politiques publiques, de renforcer le leadership et le pouvoir d'agir des adolescents et adolescentes. Donc là, il y a vraiment eu un constat sur un manque de participation et avec une volonté de les mettre au premier plan, mais également de capitaliser, valoriser et diffuser les bonnes pratiques pour soutenir les actions de plaidoyer. Je vais évoquer rapidement les activités qui sont mises en place dans le cadre de chaque axe. Donc, pour tout ce qui concerne l'amélioration de la qualité des soins, donc là, on est sur un dispositif de formation en cascade. Le premier volet a consisté à mettre à jour et adapter tous les modules qui ont pu être développés, les outils, donc pendant plus d'une douzaine d'années. Donc, il y a eu énormément de matières. En adaptant également avec les nouvelles guidelines. Et puis là, on est parti sur un dispositif de formation en cascade en mettant en place un pool de formateurs mixtes, une formation de formateurs, former des prestataires des sites centraux et décentralisés, organiser des stations pratiques et des supervisions formatives. Pour ce qui concerne le renforcement de la collaboration, l'ensemble des pays sont invités à renforcer cette collaboration, mais elle sera formalisée plus spécifiquement dans 2 pays, donc le Burundi et le Togo. Pourquoi ces 2 pays? C'est justement parce que c'est les autorités nationales et donc les programmes qui ont manifesté cette volonté de s'impliquer davantage au cours de la phase 1 du projet. Donc là, on est sur un dispositif plus formalisé qui justement doit être capitalisé, ça doit être documenté pour essayer d'aller vraiment sur une échelle beaucoup plus large. On crée également des pools de formateurs pour tenter de prévenir les risques de turnover. Et donc, comme je disais, l'ensemble des pays devaient organiser des réunions semestrielles, donc vraiment des cadres de concertation pour aller vers une synergie opérationnelle. On développe également un partenariat avec le réseau EVA, donc Enfants VIH en Afrique. C'est le 2e réseau francophone qui, lui, existe depuis 2012. Mais là, on n'est plus sur une communauté de pratique, donc c'est vraiment des pédiatres issus des hôpitaux de référence de 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et qui travaillent également sur le renforcement de capacités et sur le plaidoyer. Et enfin, on a des réunions thématiques trimestrielles interassociatives qui regroupent soignants et pères éducateurs autour des problématiques de prise en charge et également le maintien dans le soin dans le contexte de la Covid-19. Pour ce qui est du renforcement du leadership des adolescents et adolescentes, il y a la volonté de travailler sur la structuration de la stratégie de la péréducation. Là aussi, c'est un travail qui a été initié au cours de la phase 1, donc depuis 2017. Avec des ateliers régionaux qui avaient été organisés avec les jeunes et donc des discussions sur la manière de structurer les interventions, leurs limites, la place des pères éducateurs. Et l'idée, c'est de partir de l'existant. Donc, ce qui se fait dans les associations manque, mais pour avoir un cadre et des outils harmonisés. Là également, on poursuit le dispositif de formation et de recyclage des pères éducateurs. Il y a également eu la mise en place d'un groupe technique qui, là, lui, va travailler plus spécifiquement sur les actions de communication et de plaidoyer, que ce soit à échelle locale, c'est-à-dire dans les pays, ou de manière plus internationale. Et enfin, un effort continu pour favoriser leur participation dans différents espaces. Donc, premier niveau, ce serait les organes de décision des associations membres, mais également dans les cadres de concertation et dans différentes conférences. Le projet, au moment où il a été conçu, c'était en amont de la crise, mais comme il a démarré en juin 2020, tout de suite, il a fallu s'adapter. Et là, SIDAction a pu bénéficier d'un financement additionnel de l'initiative pour intégrer un paquet d'activités supplémentaires pour tout ce qui concerne le matériel de protection, la formation également des pères éducateurs sur la communication sur la Covid, organiser des groupes de parole, des entretiens individuels, du soutien psychologique également. Et pour tout le volet de suivi à domicile des adolescents vulnérables et faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans le parcours de soins pour qu'ils puissent toujours avoir leur traitement et apporter une aide alimentaire pour les plus vulnérables. Au niveau des résultats à mi-parcours, sur les différents volets, donc, sur tous les outils de formation, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été également une demande des pays
de pouvoir avoir tous ces outils qui puissent être diffusés et partagés. Donc, il y a un travail assez conséquent qui a été réalisé par l'expert pédiatre qui accompagne le projet. Donc là, on est sur un corpus assez important, un document de plus de 300 pages, plus de 40 modules qui ont été détaillés justement pour faciliter l'appropriation. Le pool de formateurs est formé. Toutes les formations ont eu lieu avec, d'un point de vue quantitatif, un nombre plus élevé que les cibles initiales, et là aussi à la demande des programmes nationaux. Et on recense près de 8000 enfants qui sont suivis, donc qui bénéficient indirectement du projet. Donc, ça représente les files actives des différentes associations membres. Donc, je vais passer rapidement sur les principaux indicateurs. Donc, au niveau de l'annonce, on a de meilleurs résultats pour ce qui est de l'annonce, avec un progrès considérable pour les sites, pour les antennes. Pour ce qui est de l'accès à la charge virale, donc là, il y a une régression, mais qui est liée à la pandémie et qui peut également s'expliquer par le passage, donc le changement de traitement avec le passage de dolutegravir, où là, les soignants doivent attendre à peu près 6 mois avant de demander une nouvelle charge virale. Et parmi ceux qui en ont bénéficié, donc un meilleur succès virologique, donc des résultats qui sont assez encourageants. Néanmoins, et là également un impact lié à la crise sanitaire, donc il y a un recul donc des adolescents qui ont pu bénéficier d'une consultation, d'une information sur la santé sexuelle et reproductive, et avec également des chiffres assez faibles pour l'accès à la contraception. Voilà dans les grandes lignes. D'un point de vue qualitatif, ce qu'il faut savoir pour tout ce qui concerne l'amélioration de la qualité, donc, avec les décalages de calendrier liés à la crise, donc on est encore en train de documenter, mais ce qui ressort, c'est qu'il y a un besoin assez important exprimé par les soignants sur des thématiques précises, sur le soutien psychologique, notamment des adolescents dans des cas de dépression, la gestion des échecs virologiques, la question de l'annonce et le fait d'aborder la santé sexuelle et reproductive. Donc ça, c'est des sujets qui reviennent de manière récurrente au cours des supervisions et des stages. Je souhaiterais préciser, il ne reste pas beaucoup de temps également par rapport à l'impact de la crise. Donc, l'ensemble des associations se sont mobilisées, notamment pour réorganiser les circuits de soins, pour mettre en place des dispositifs de suivi à distance, la distribution communautaire des ARV. Et on n'a pas enregistré d'augmentation du nombre de perdus de vue ou de décès. Donc, les chiffres restent assez stables. Mais tout ça pour dire que, voilà, en termes d'enjeux et de perspectives, donc on a des acquis qui sont vraiment fragilisés par la pandémie, dans un contexte où la situation des enfants et des adolescents est très alarmante. Et donc, la nécessité pour nous de toujours capitaliser, valoriser et d'intensifier les actions de plaidoyer avec un agenda de 2022, avec en ligne de mire la conférence de reconstitution des comptes du Fonds mondial. Poursuivre, poser les jalons pour pérenniser ce cadre de concertation et également toujours rendre visible ces jeunes et adolescents et adolescentes. Je ne vais pas en dire plus car il y a 2 jours d'action à organiser un webinaire sur le sujet pour accélérer la lutte et vraiment avec 2 tables rondes, plus de 4 heures de discussion. Donc on a passé en revue tous les défis et les enjeux. Donc, vous pourrez, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire. Merci Soumaïa, merci beaucoup pour cette intervention, pour cette présentation très intéressante. Concernant les cadres de concertation, comment vous les avez mis en place? Quel est le format? Comment vous les animez? Qui les anime? Les personnes issues des associations, mais c'est également les programmes nationaux qui désignent des référents. Et donc, ça permet de dire qu'ils ont participé à l'actualisation des modules, ils participent à la construction des programmes, à la validation, donc l'identification également des personnes qui doivent bénéficier de ces formations et donc avec un suivi régulier. Donc, avec la situation actuelle, donc c'est assez difficile de se réunir en physique, donc beaucoup d'échanges et de travail à distance, donc une communication qui est fluide tout au long de l'année, mais avec des temps assez forts, avec des comités de pilotage assez réguliers
Pour cette dimension, donc ça c'est plutôt pour le Burundi, pour le Togo. Pour les autres pays, il y a quand même eu une démarche sur cette dimension pluriacteur pour la synergie opérationnelle. Les associations ont réalisé un travail de cartographie pour tenter d'identifier vraiment les bons acteurs, les parties prenantes qu'il est nécessaire d'associer aux différentes étapes. Merci beaucoup, Soumaya. On va passer à la prochaine intervention. Donc, je passe maintenant la parole à Sabrina Hervé. Pour rappel, elle est responsable des programmes d'appui à Solidarité Sida, qui va nous présenter un des projets internationaux, donc notamment les programmes d'appui Access et autonomisation. Sabrina, je t'en prie, tu as 10 minutes de présentation. Merci Myriam. Bonjour à toutes et à tous et merci à la plateforme ELSA pour l'organisation de cet échange. Je suis donc Sabrina, la toute nouvelle responsable des programmes d'appui technique de Solidarité Sida. Je remplace Aude pour ceux qui la connaissaient. Et je vais vous présenter pour la toute première fois aussi, alors soyez indulgents et indulgentes s'il vous plaît, les programmes appui technique de Solidarité Sida. Aujourd'hui, je serai aussi accompagnée d'Annabelle, l'adjointe à la direction des programmes, qui m'accompagnera pour répondre au mieux à vos questions. Alors, Solidarité Sida, c'est une petite structure, mais un grand collectif qui célèbre cette année ses 30 ans. Ça a raison d'être rapidement, elle s'articule autour de 3 missions, la mobilisation, à travers notamment Solidays, qui permet de générer, comme vous le savez, des ressources pour financer la lutte contre le sida. La prévention, en tant qu'acteur direct de prévention, les équipes de Solidarité Sida mènent notamment des actions de prévention ciblées à destination des jeunes, comme les après-midi du zapping, à destination des lycéens et des apprentis. Et la 3e mission, c'est l'aide, à travers le soutien direct à des projets de prévention et de prise en charge des personnes exposées ou vivant avec le VIH. Donc rapidement, en 2021, c'est 116 projets soutenus auprès de 82 associations dans 21 pays. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi un autre volet de l'aide, et c'est les programmes multi-pays. Donc concrètement, on a 3 programmes multi-pays portés par Solidarité Sida et ses partenaires actuellement, qui répondent à 3 approches prenant en compte la diversité de la typologie VIH, de la prévalence et plus généralement des contextes pays avec lesquels nous collaborons sur ces programmes. Un premier programme qui s'appelle Autonomisation, qui est un programme de structuration associative. Un deuxième programme s'appelle Access, de soutien à 3 centres communautaires de santé sexuelle en région MENA. Le premier programme, c'est Afrique de l'Ouest centrale. Et le 3e projet qui s'appelle Force, qui a été lancé en 2018, qui est porté par ITPC MENA et Solidarité Sida, en partenariat avec 5 associations en région MENA, Égypte, Maroc, Tunisie, Liban et Mauritanie. Rapidement, parce que je ne reviendrai pas sur ce programme directement aujourd'hui, il vise à la création et au développement d'observatoires communautaires sur les barrières d'accès aux soins des PVVIH et en particulier pour les populations clés. L'idée étant qu'avec les données récoltées, les associations puissent porter un plaidoyer à destination des décideurs publics nationaux, régionaux et internationaux. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus d'informations sur cet échange. Alors, le programme autonomisation. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par autonomisation concrètement? L'idée, c'est qu'avec un accompagnement personnalisé, ancré dans la pratique quotidienne des associations communautaires et dans une logique de transfert de compétences et de renforcement par les pairs, on puisse permettre aux associations d'assurer dans la durée leur vision stratégique et ainsi de poursuivre leur accompagnement quotidien et leur prise en charge des bénéficiaires, tout en valorisant leur expertise communautaire. C'est un programme qui est financé par l'AFD et la mairie de Paris. Il se déploie dans 13 associations à travers 9 pays. Et on est très heureux d'accueillir les plus nouveaux qui sont donc soit Littoral au Cameroun et l'AGD en Mauritanie. Et en termes de méthodologie, comment ça s'organise? Donc, c'est déjà la logique, la méthodologie auto, elle s'articule autour de principes directeurs, parmi lesquels l'autocritique constructive. Je vais vous expliquer après les phases, mais dès le début, dès la phase de diagnostic. La responsabilité partagée, parce que les associations s'engagent sur des changements visés. Et le transfert de compétences, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment entre les associations accompagnées
et les partenaires associés. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la nuance entre les deux. Les étapes, alors les associations qui rentrent dans le programme rentrent à travers un appel à manifestation d'intérêt et elles sont accompagnées pendant 3 ans sur la structuration, je dirais, du noyau, du dur, donc la politique RH, la gestion administrative et financière, la vision, la stratégie globale. Il faut compter un diagnostic qui dure 6 mois, donc sur cette phase de 3 ans. Et au terme des 3 ans, on considère que le noyau est solide et qu'on peut s'attaquer à l'écorce, si je puis dire, à la projection vers l'extérieur. Et donc, les assos qui le souhaitent peuvent devenir partenaires associés. La notion de partenaire associé, c'est quelque chose de vraiment clé. C'est une figure clé dans ce programme et dans cette méthodologie. Ils agissent, les partenaires associés, de différentes manières. J'ai cru voir qu'on avait des partenaires d'EVT que je salue au passage parce que justement, j'allais prendre l'exemple. En fait, ils accompagnent en binôme avec les équipes de Solidarité SIDA les structures entrantes dans le programme, dans le renforcement de capacité et dans le diagnostic. Et EVT a notamment participé au renforcement structurel de plusieurs associations accompagnées. Et parallèlement à ça, il bénéficie donc sur cette idée d'écorce d'un appui sur la projection en termes de communication, de mobilisation des ressources, de capitalisation et de plaidoyer pour valoriser leur expertise, porter des messages et mobiliser des ressources. Et par exemple, sur la mobilisation des ressources, on a fait appel dans l'organisation globale d'ateliers, toujours en partenariat et en co-construction avec les partenaires associés, à des compétences en externe, comme par exemple une consultante sur les modèles économiques, et aussi à des compétences en interne, comme faire appel à la collègue, par exemple, de Solidarité SIDA qui travaille sur la prospection. Donc, on essaie à chaque fois de réadapter le schéma d'accompagnement au plus près des besoins qui remontent au quotidien. Et le troisième volet, c'est la création de synergies entre les partenaires associés pour qu'ils puissent porter collectivement non seulement leur plaidoyer, mais aussi éventuellement des actions collectives. En termes de défis, comme beaucoup de structures, je pense, qui participent aujourd'hui à cet appel, nous avons le programme et les structures, les associations communautaires accompagnées et partenaires associés ont été impactés par la crise sanitaire actuelle. Ça veut dire concrètement des missions annulées, des regroupements limités et aussi, plus grave sur le terrain, des difficultés, voire l'impossibilité pour les PVVIH d'accéder aux soins. Il a donc fallu pour les associations communautaires mettre des solutions innovantes en place. Et par exemple, le programme a permis d'appuyer l'action d'une association comme Bokiakar qui a mis, par exemple, un système de livraison en moto de traitements antirétroviraux aux bénéficiaires. Plus globalement, à l'échelle plus macro, ce temps a aussi permis via le passage en fait au distanciel d'ateliers qui étaient prévus plus en présentiel, de poursuivre des chantiers collectifs, notamment sur le plaidoyer et la capitalisation. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler qu'on a une capitalisation en cours de production sur justement la réponse des associations communautaires à la crise sanitaire. En termes de perspective, on arrive à la fin de la phase 3 du programme autonomisation. Donc, l'enjeu, c'est de consolider et de valoriser ce qui a déjà été fait. On arrive aussi aux 10 ans du programme et en même temps de préparer la suite avec 3 idées principales, c'est-à-dire renforcer, continuer à mener les actions et renforcer la résilience des associations pour réagir aux crises, élargir en intégrant de nouveaux partenaires et approfondir en incluant des enjeux qui parfois ont surgi notamment face à cette crise sanitaire, tels que l'enjeu de la lutte contre la fracture numérique. Je passe rapidement à Access avec un petit contrôle stand, j'espère qu'on est bon. Okay. Alors, Access. Access est mené en partenariat avec 3 associations, mais plus précisément 3 centres d'action, 3 centres communautaires de santé sexuelle en région MENA. Donc, on a le centre Dar El Borj porté par l'association ALCS au Maroc, le centre des Jasmins en Tunisie et le centre Marsa au Liban. C'est des centres qui interviennent en priorité auprès des populations clés
qui, dans des contextes, comme vous le savez, déjà marqués par des crises multidimensionnelles, sont confrontés en plus à des discriminations et stigmates et discriminations. Les objectifs du programme, c'est en premier lieu de participer concrètement à l'amélioration de la santé sexuelle et de l'accès aux droits et aux soins des populations des PVIH et particulièrement des populations clés, via un soutien direct aux activités des centres communautaires, de renforcer les capacités des associations et des centres communautaires plus particulièrement via le partage de pratiques, en organisant des stages et des temps de travail collectifs. Là, par exemple, on a un atelier en cours de préparation sur les risques psychosociaux, tant pour les bénéficiaires que les équipes. C'est un besoin qui est remonté notamment dans le cadre de la crise actuelle par les partenaires, et fédéré via les temps de travail collectif, parce que ce sont des 3 associations militantes, 3 centres militants, 3 centres innovants, donc voir dans la mesure du possible comment on peut faire remonter des messages communs. En termes d'activité, et pour faire écho aussi à ce que disait Soumeya tout à l'heure sur SIDAction, en 2020, on a eu 297 consultations psychologiques qui ont été appuyées par le programme dans les centres communautaires. C'est 3 fois plus qu'il y a 3 ans. Donc, il y a un vrai enjeu autour de la détresse psychologique des bénéficiaires. Il y a aussi eu tout un enjeu autour de l'adaptation des activités en contexte Covid. Donc, en soutenant très concrètement la réponse Covid des centres, par exemple, en participant à la livraison de traitements et à la distribution de kits d'hygiène et de paniers alimentaires, et en organisant des ateliers de partage ciblés, donc en adaptant les contenus en fonction des nouvelles demandes qui rejaillissaient, comme par exemple la sécurité des biens et des personnes, mais aussi les plans de contingence. Dans les perspectives, c'est continuer la sensibilisation et la formation, notamment des professionnels de santé, donc les formations qui sont portées par les trois centres. Valoriser l'expertise des centres de santé sexuelle communautaires comme acteurs clés de santé publique. Donc là, on a une capitalisation qui est en cours. Et bien sûr, la poursuite des échanges entre pairs. Et là, on l'espère pour 2022, avec plus de présentiel, plus de stages et plus d'ateliers collectifs. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Sabrina, pour cette intervention dynamique et pour cette présentation très intéressante. Sur quels critères sélectionnez-vous les associations qui bénéficient de vos projets et celles qui deviennent vos partenaires associés? Les associations sont volontaires sur l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, quand elles veulent rentrer dans le programme, elles se positionnent comme ça. Annabelle, encore une fois, tu compléteras. Sur les partenaires associés, c'est les structures qui sont déjà dans le programme, qui décident elles-mêmes si elles veulent continuer cet accompagnement-là en phase 2 et ce rôle un peu de mentorat et de mentorat par les pairs. Et je te laisse compléter. Oui. Bonjour à toutes et tous, j'en profite, je vous salue. Donc effectivement, pour compléter la réponse de Sabrina, elle a évoqué au début, en fait, Solidarité Sida soutient des associations qui mettent en œuvre des actions de prévention et de prise en charge via nos appels à projets. Et donc en fait, l'appel à projet nous permet d'identifier d'éventuelles associations qui pour nous seraient des associations pour lesquelles ça pourrait être intéressant de bénéficier du soutien du programme autonomisation. Donc, à ce titre, en fait, on va les inviter à répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. Maintenant, c'est au choix des associations, puisque c'est vraiment les principes de fonctionnement de Solidarité Sida, c'est-à-dire qu'on propose et puis l'association dispose. Et donc, si les associations se disent qu'effectivement, elles ont envie de se lancer dans la mécanique, elles peuvent répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. Et puis ensuite, il y a un comité de sélection qui s'organise en interne pour les sélectionner. Sur Access, c'est différent, c'est-à-dire que c'est un programme qui préexistait
avant que Solidarité Sida ne reprenne le travail sur ce projet via Sida Info Service. Et donc, c'est un des partenaires qui s'étaient rapprochés les uns des autres pour travailler ensemble. Et nous, on est venu prendre le relais suite à l'arrêt de Sida Info Service sur ce projet-là. Mais de fait, les partenaires qui sont dans Access sont aussi des partenaires historiques de Solidarité Sida et on se connaissait via nos appels à projets, puisque Sabrina l'a dit, ça fait 30 ans que Solidarité Sida existe, donc on a des liens partenariaux avec les associations communautaires qui sont maintenant assez anciennes. Merci Annabelle pour ces réponses. Alors, il y a une autre question, une demande d'informer un peu sur le projet Force. Donc, le projet Force, effectivement, comme l'a dit Sabrina, c'est un projet qui a lieu en région MENA. Donc, on travaille avec 5 partenaires de la région. Donc, en l'occurrence, on travaille avec ATP+, en Tunisie. Je les cite parce que j'ai vu qu'ils étaient présents. On travaille avec l'association M-Coalition au Liban. On travaille avec l'association AGD en Mauritanie, avec l'association RDR Maroc, donc au Maroc, et avec l'association Al-Shehab en Égypte, si je ne me suis pas trompée. Et donc, ce projet, il est coporté avec ITPC MENA, qui est donc une association qui est basée au Maroc, mais qui est une association régionale sur la région. Et donc, le principe de ce projet, c'est qu'en fait, vous le savez probablement, la riposte VIH en région MENA, elle est extrêmement en retard. Et en fait, le constat qui a été fait par ces associations locales, c'est de se dire, en fait, d'une part, on ne parle pas beaucoup des problématiques de VIH en région MENA. On le voit quand il y a des conférences internationales. Si vous étiez présent, par exemple, à l'ICASA, au Rwanda, il y avait notamment eu une interpellation des associations de la région MENA auprès des responsables de l'ICASA pour dire, mais en fait, on ne nous voit pas. Il n'y a pas de symposium sur les sujets de la région. Il y a très peu de communication orale ou autre. Donc, c'est un sujet qui est très peu abordé et en plus de ça, on voit qu'il y a des retards importants. La mise sous traitement est extrêmement en retard. Les décès liés au VIH continuent d'augmenter, y compris les contaminations dans cette région. Et donc, les associations souhaitaient pouvoir travailler ensemble pour se dire comment on fait en fait pour rendre ça plus visible. Et pour commencer, un des sujets, c'était en fait, on n'a pas de données. On ne sait pas documenter les problématiques liées au VIH dans la région. Donc, est née l'idée de mettre en place des observatoires communautaires qui permettent en fait de collecter des données. Et la collecte, elle est vraiment orientée sur la compréhension des barrières d'accès aux soins des populations clés, puisqu'on travaille particulièrement avec des assos qui travaillent avec ces publics, et aussi parce que les contaminations, elles sont concentrées au sein des populations clés dans la région. Et donc, le principe de ces observatoires, c'est comprendre l'épidémie pour que derrière, les associations puissent porter un plaidoyer, faire remonter quelles sont les problématiques et puis faire en sorte qu'en fait, on parle plus de la région MENA, qu'il y ait plus d'argent sur cette région aussi pour lutter contre le VIH. Voilà pour les explications un peu globales de ce projet. Merci Annabelle pour ces précisions. Alors, il y a une autre question. Parmi les 4596 dépistages réalisés, combien de cas positifs? Alors, je vais répondre, mais je vais botter en touche. On n'a pas nos notes sous les yeux. On pourra éventuellement remonter l'information à Myriam qui vous la partagera. Avec plaisir. Tout à fait honnête, on fait les collectes d'indicateurs en fin d'année. Là, j'imagine que sur l'année en cours, par exemple, il y a une évolution, mais je n'ai pas les données sous les yeux. Donc, je suis navrée, je ne vais pas être capable de répondre à cette question. Après, vous le savez, globalement, quand on parle de dépistage, aujourd'hui, les associations travaillent sur du dépistage ciblé autant que faire se peut et on essaie de faire en sorte que justement les dépistages soient vraiment orientés vers les populations les plus à risque. Merci Annabelle. Une autre question, comment accéder à l'appel à projet de Solidarité Sida? Habituellement, je dis habituellement puisque vous le savez, on est dans une période un petit peu inhabituelle depuis 2020. Habituellement, l'appel à projet de Solidarité Sida, en fait, les appels à projet sont publiés au mois de juillet et s'ils sont ouverts, puisque ce n'est pas systématique, les associations peuvent du coup soumettre à cet appel à projet. Donc, c'est publié sur le site internet de Solidarité Sida, en général début juillet. Ça fait 2 ans que l'appel à projet est fermé, c'est-à-dire que de nouvelles associations ne peuvent pas soumettre à l'appel à projet, puisque en raison de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu mettre en œuvre notre festival Solidays. Or, les appels à projet,
Ils sont financés grâce aux fonds collectés lors du festival Solidays. Donc, sans Solidays, on n'était pas en mesure d'ouvrir les appels à projets. On a réussi en interne à travailler pour maintenir le financement aux associations qu'on soutenait déjà grâce à des soutiens notamment de bailleurs publics et privés. Mais en revanche, on n'était pas en capacité d'ouvrir l'appel à projets. Donc voilà, donc c'est début juillet que l'appel à projet est publié et en fonction des années, il va être ouvert ou pas, puisqu'une fois de plus, ça dépend aussi de la recette de Solidays et donc de notre capacité ou pas à financer de nouveaux projets. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez revenir vers la plateforme Elsa qui vous mettra en contact avec les équipes qui travaillent sur ces sujets pour avoir plus d'informations. Exactement. Merci Annabelle. Et une dernière question. Le Burkina est-il concerné par les projets parce que le pays n'était plus concerné avec les nouveaux appels de fonds de solidarité? Ok, donc aujourd'hui, dans l'appel à projet Solidarité SIDA, d'une part, le Burkina est tout à fait éligible. Donc ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. En revanche, dans le programme autonomisation, donc on a un partenaire burkinabé qui est l'association ADS à Ouaga, donc Association Dounia Solidarité. En revanche, pour l'instant, ça n'est pas ouvert à de nouveaux partenaires burkinabés, le projet autonomisation, pour la simple et bonne raison, mais triste raison, qu'on n'est pas en capacité de se déplacer au Burkina en raison des problématiques de sécurité et que le programme autonomisation, il a du sens si les équipes, donc à la fois les équipes de Solidarité SIDA et le partenaire associé qui accompagne la structure qui est accompagnée par Auto, il faut que les équipes se rencontrent, il faut qu'elles se voient. Le travail, il dure quand même 3 ans et c'est une mécanique qui aujourd'hui ne peut pas se faire à 100% à distance. Mais en revanche, sur l'appel à projet, le Burkina est toujours éligible, au même titre que le Mali, par exemple, qui rencontre les mêmes problématiques de sécurité. Ok, très bien. Merci beaucoup Annabelle pour toutes ces précisions. Merci Sabrina pour ton intervention. Maintenant, la prochaine intervention et prochaine intervenante est Céline Bayac. Pour rappel, elle est référente santé communautaire et genre à Soltis. Donc, cette intervention portera sur l'approche en matière de droits et santé sexuelle et reproductive et d'auto-soins auprès des travailleuses du sexe, femmes cisgenres et trans en Côte d'Ivoire. Céline Bayac, je t'en prie, tu as 10 minutes de présentation. Alors, moi, je vais vous présenter un projet qui n'a pas encore commencé. Alors, contrairement à vous, pour l'instant, il n'y aura pas de perspective. Mais plutôt hâte que ça débute pour faire les premiers diagnostics. Donc, le projet Pouvoir a pour objectif de contribuer à l'amélioration des droits et santé sexuelle et reproductive des travailleuses du sexe, femmes cisgenres et trans en Côte d'Ivoire, donc plus spécifiquement à Abidjan, en développant une démarche de renforcement du pouvoir d'agir. Pour la présentation générale du projet, donc je viens de vous présenter le nom et l'objectif général. C'est un projet qui durera 3 ans et qui normalement devrait débuter en mars-avril de cette année pour finir en février 2025. Et donc, on a un budget qui est presque 1 million à ce jour. Les sources de financement ont disparu de ma présentation, je ne sais pas pourquoi. On est financé par Expertise France et la mairie de Paris prochainement, avec comme partenaire un partenaire associatif de l'organisation de la société civile Bléti, qui déjà accueille des travailleurs du sexe, qui est une association, mais qui a aussi un drop-in center qui accueille les travailleurs du sexe dans le cadre d'un accueil psychologique, social et de soins. Et il manque ici le partenaire recherche, PAXI, qui mènera la recherche-action qui se fera au fil de l'eau du projet. On a développé ce projet sur la base de quelques indicateurs et notamment sur la base aussi d'une étude qui a été réalisée par PAXI, le projet Princesse, sur les travailleuses du sexe. Donc, quelques indicateurs nationaux en Côte d'Ivoire qui sont
assez préoccupant en matière de santé sexuelle et reproductive et VIH, puisque c'est le seul pays de la sous-région francophone à ne pas disposer d'une loi spécifique sur la santé sexuelle et reproductive. Alors, elle est en cours de négociation, hein, c'est pas... Il y a plein de choses qui évoluent, mais pour l'instant, elle n'est pas encore validée. On a un recours à la contraception moderne qui reste modéré, puisqu'on a 22,5% des Ivoiriennes qui utilisent un moyen de contraception. Des violences basées sur le genre fortement élevé et avec un taux de prévalence VIH de 2,4%, et les femmes qui sont 2 fois plus touchées que les hommes. Concernant les travailleuses du sexe plus spécifiquement, donc on a des informations qui sont assez universelles, puisqu'elles subissent des agressions fréquentes par les clients au moment de la négociation de l'utilisation d'un moyen de protection au moment des rapports sexuels. En tout cas, 23% des travailleuses du sexe accepteraient une forte somme d'argent contre un rapport non protégé. Et on a une concentration forte de l'épidémie de VIH au sein des populations clés. Alors, les travailleuses du sexe, on est à 12,6 et pour les trans, 22,6%. 65% des travailleuses du sexe femmes déclarent avoir eu au moins une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête qui a été relevée. Et on voit qu'il y a une expérience très fréquente et récurrente de comportements stigmatisants et discriminants de la part du personnel soignant, qui peut aller jusqu'à des violences basées sur le genre, incluant des violences gynécologiques et obstétricales, et ce qui va avoir un impact sur le dépistage et sur la prise en charge, donc, puisque les travailleuses du sexe ne se rendent que très peu dans les cliniques pour accéder aux soins. Ça va avoir aussi un impact sur leur accès à l'information et notamment à la santé et l'hygiène menstruelle. Dans le cadre de ce projet, on a voulu avoir une approche d'intersectionnalité des violences, puisqu'on sait que quand on est une femme travailleuse du sexe ou une femme cisgenre travailleuse du sexe ou une femme trans travailleuse du sexe, on va avoir des risques démultipliés de subir des violences basées sur le genre, qui vont à leur tour constituer un risque augmenté de contracter le VIH. Donc, c'est pour ça qu'on est sur cette approche d'intersectionnalité des violences. La logique d'intervention, on est sur 3 niveaux. Un renforcement de la société civile à la fois au niveau organisationnel et aussi au niveau individuel, un renforcement de l'offre de services et aussi un travail autour d'une amélioration de l'environnement des travailleuses du sexe femmes, cisgenres et trans. Ah, pardon, j'ai mes petites animations qui ont déliré. Donc, sur le premier résultat, on a prévu de renforcer l'association avec laquelle on travaille au niveau organisationnel sur la base d'une planification participative inspirée des approches orientées changement pour construire avec elle justement les actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet, quels sont leurs besoins en termes notamment de formation. On a prévu également un soutien matériel, mais aussi technique de l'organisation. Sur le deuxième résultat, qui concerne également la société civile, on va donc déployer une stratégie de réduction des risques sur la base d'une démarche notamment d'auto-soin, puisqu'on va proposer des ateliers collectifs d'auto-observation, d'auto-examen gynécologique, dont de l'auto-observation, qui vont, alors ça c'est des propositions, puisque en début de projet, on va co-construire les activités avec les acteurs et actrices, mais voilà en tout cas ce qui a été proposé dans le cadre du projet, avec des étapes notamment des échanges collectifs dans le cadre d'un groupe de parole,
des apports sur notamment l'anatomie, sur les représentations sociales liées à l'anatomie, au corps, et une proposition d'auto-examen vaginal pour celles qui le souhaiteraient, dans l'objectif d'une réappropriation du corps, d'une meilleure connaissance de son corps, qui permettrait donc un renforcement du pouvoir d'agir des travailleuses du sexe, et qui aurait donc un impact sur leur santé générale et aussi sur les violences qu'elles pourraient subir, puisqu'elles pourraient faire des choix aussi concernant les ressources auxquelles elles pourraient prétendre. On a également prévu des actions de prévention, notamment comme des activités d'autodéfense féministe, justement aussi pour lutter contre les violences basées sur le genre, et tout un travail de référencement vers le centre d'hébergement dont dispose l'association aussi. On a ensuite un résultat donc, sur l'offre de services, avec des ateliers d'échange sur les représentations auprès des travailleurs, du personnel soignant qui intervient auprès des travailleuses du sexe, puisqu'on sait que les représentations sociales vont avoir un impact aussi sur la relation de soins et donc sur la prise en charge des travailleuses du sexe, et un renforcement de capacité pour la prise en charge des travailleuses du sexe et des violences basées sur le genre, auprès des professionnels du Drop-in Center de Bléty, mais aussi auprès de 6 autres structures qui accueillent fréquemment des travailleuses du sexe. Et on a prévu également un petit appui à l'amélioration du matériel de SSR. En quatrième résultat, qui n'est pas le moins important, c'est ce qu'on va mener autour de l'amélioration de l'environnement des travailleuses du sexe, que ce soit au niveau social mais aussi politique, en menant des actions de sensibilisation auprès des acteurs et actrices qui appartiennent à l'environnement des travailleuses du sexe. Alors, on a plusieurs modalités. Ça peut être des sessions d'information, mais ça peut être aussi aller plus loin en proposant des ateliers collectifs, notamment auprès des leaders religieux et communautaires, pour justement en utilisant des outils inspirés des approches orientées changement ou d'éducation populaire, pour qu'ils construisent eux-mêmes jusqu'où ils sont en capacité de pouvoir faire évoluer les choses. On a prévu également, comme je le disais en introduction, on a une recherche-action qui va se faire au fil de l'eau et qui nous permettra de recueillir des informations, des données probantes tout au long du projet, qui permettront de construire un plaidoyer pour les droits sexuels et reproductifs des travailleuses du sexe, mais aussi de capitaliser et de transférer les connaissances pour une amélioration justement de l'environnement social et politique de ces publics. Juste pour une dernière information, la recherche, elle va aussi permettre d'évaluer dans quelle mesure cette stratégie d'auto-soin va renforcer justement le pouvoir d'agir des travailleuses du sexe, dans quelle mesure ça répond à de réels besoins, dans quelle mesure c'est des modalités adaptées, parce qu'on n'en est pas sûr. On a proposé ça sur la base des quelques études qu'on a pu avoir à notre disposition, mais il en manque. Donc, ça va aussi nous permettre de documenter, par exemple, aussi les violences basées sur le genre que rencontrent fréquemment les travailleuses du sexe. Et donc, à la fin de ce projet, on espère avoir des informations pour pouvoir ensuite espérer passer à l'échelle ce projet. J'ai oublié une information sur la démarche, c'est que dans le cadre des ateliers collectifs, on a également prévu de proposer une coupe menstruelle qui est utilisable pendant les rapports sexuels, puisqu'on a pu constater des pratiques néfastes qui provoquaient des problèmes de santé aux travailleuses du sexe au moment de leurs règles, pour qu'elles continuent de travailler. Donc, elles ont plusieurs méthodes, comme l'insertion de glaçons, par exemple, pour arrêter les saignements, et qui provoquent souvent des vaginoses bactériennes. Et donc, on a
on a trouvé cette cup menstruelle qui permettrait de pouvoir qu'elle puisse continuer à travailler sans avoir ces pratiques justement difficiles, néfastes pour leur santé. On a aussi, dans le cadre de cette démarche d'auto-soin, une proposition de contraceptifs injectables. Et donc, cette recherche-action nous permettra également, donc, de ces 3 pilotes, d'être questionnés dans le cadre du projet. Donc, je fais un petit rappel des bénéficiaires. C'est ce qui va un peu conclure la présentation. Alors, je suis désolée parce que c'est vraiment, on n'a pas encore d'expérience à partager avec vous. On a beaucoup de questions par contre et on va avoir je pense, on va devoir relever pas mal de défis dans le cadre de ce projet. Donc, les bénéficiaires directs vont être les salariés de l'ONG et ses membres, les professionnels de santé du Drop-in Center ainsi que les professionnels de santé des 6 structures dont je vous parlais précédemment. Les pères éducatrices, je n'ai pas abordé leur travail et leur importance dans le cadre de ce projet. Mais effectivement, on va être amené à former des pères éducatrices, à les accompagner dans le cadre du projet. Et d'ailleurs, le renforcement du pouvoir d'agir dans le cadre de ce projet, il va viser principalement les éducatrices pères, puisqu'elles vont co-animer avec une sage-femme les ateliers collectifs d'autogynécologie. Les personnes qui appartiennent à l'environnement des travailleuses du sexe, donc ici on les a listés, les clientes, les gérants de bars, les leaders communautaires, religieux, mais aussi les agents des forces de l'ordre et les journalistes. Par justement les actions de plaidoyer de capitalisation, on espère pouvoir sensibiliser le ministère de la Santé notamment et les autres partenaires officiels, techniques et financiers qui pourront s'impliquer dans le cadre du projet. Et enfin, l'ensemble des femmes cisgenres et trans travailleuses du sexe qui se rendent fréquemment au sein de l'organisation de Bléti. Ensuite, on a des bénéficiaires indirects liés au travail de capitalisation. Voilà, on a essayé de chiffrer le nombre de travailleuses du sexe qui pourront bénéficier des activités du projet, enfin pas des activités, mais en tout cas des résultats du projet qui pourront ensuite peut-être être mis à l'échelle. Et enfin, l'ensemble des professionnels de santé du pays, puisque effectivement les documents qui pourront être produits à la fin du projet seront disséminés, on espère, plus largement au niveau national. Merci beaucoup Céline pour cette présentation. C'est vrai que c'est un gros projet. Alors, il y a une question. Alors, pourquoi Abidjan précisément? Le Mali a les mêmes problématiques et pourquoi pas cette duplication chez nous au Mali? Alors, Abidjan, parce que c'est une très bonne question, on a déjà un projet qui est mené au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, on a déjà 2 équipes en place et qui travaillent sur les enjeux d'autotest VIH déjà. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait poursuivre aussi le travail mené dans le cadre de l'auto-soin. Et c'est vrai que le fait d'avoir déjà une équipe qui travaille sur ça, alors, ils travaillent aussi au Mali. Mais comme on avait des informations plus précises à Abidjan, c'est des enjeux un peu stratégiques, mais bien sûr, qui pourraient être menés également au Mali. Merci. Céline. Alors, une autre question, vous parliez de défis à relever. Sont-ils différents des défis habituels des projets Soltis? En fait, ils sont vraiment spécifiques au projet parce que, par exemple, premier défi, on propose des ateliers d'auto-examen à des femmes cisgenres et à des femmes trans. Or, à Abidjan, les femmes trans ont souvent conservé leur pénis. Donc, on va devoir adapter en fonction des besoins des personnes trans ces ateliers collectifs. On ne va pas proposer de l'auto-observation vaginale si les personnes ont toujours leur pénis.
Elles ont souvent un traitement hormonal, mais elles n'ont pas d'utérus. Donc, c'est là où il y a des défis parce que le projet, il est très détaillé, mais il manque quand même des détails puisque, effectivement, on ne va pas, certainement pas. Après, bien sûr, on a justement prévu une longue phase de diagnostic en début de projet pour pouvoir co-construire ces activités et surtout que ça réponde à des besoins et qu'on puisse aussi s'adapter. Exactement. Voilà. S'adapter notamment aussi aux réalités du terrain, parce qu'en termes d'un point de vue aussi politique, ça peut avoir aussi un impact là-dessus. Donc oui, très bien. Hâte d'en savoir plus sur ce projet. Merci Céline. Bravo pour ce projet qui a l'air vraiment très intéressant. Donc, on a hâte de savoir la suite. Nous aussi. Très bien. Voilà. Après, il y a un autre défi, justement. Hein, c'est, je me permets de poursuivre parce que, notamment sur les ressources humaines qu'on va recruter, voilà, que ce soit des personnes qui soient compétentes, qui connaissent peut-être aussi très bien le contexte. Donc, c'est multifactoriel et donc, je pense qu'il y a un enjeu aussi dans le recrutement fort. Dans tous les projets, je pense, mais dans celui-ci en particulier. Et du coup, pour le recrutement, c'est au niveau local aussi Alors, en fait, on a une sage-femme qui doit être recrutée. Donc, nous, on va travailler avec l'équipe en place du Drop-in Center. Mais on recrute quand même une personne qui va être là, au-delà du chef de projet, on a une personne qui va être là tout le temps. Et oui, idéalement, il y a les compétences, la connaissance du contexte, la connaissance aussi et l'expérience sur les enjeux peut-être d'autogynécologie ou voilà, il y a la question de la transidentité. Enfin, il faut quand même quelqu'un qui soit solide au départ parce que… Exactement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Alors, le moment est venu pour la dernière intervention, celle de Christine Mauger. Pour rappel, elle est coprésidente de la Fédération de Nouvelle-Aquitaine du planning familial et membre du comité exécutif du CE de la plateforme ELSA. Elle va nous présenter le programme d'appui au droit à la santé sexuelle et reproductive et à la lutte contre le VIH-Sida des jeunes au Burkina Faso. Christine Mauger, je t'en prie, tu as 10 minutes de présentation. Et donc, ce programme, pour nous, en fait, s'est inscrit à la suite d'un programme qu'on a mené pendant une bonne dizaine d'années sur 3 territoires, dans 3 pays avec des partenaires locaux, Burkina, Cameroun et Madagascar, où effectivement, il avait été mis en évidence l'importance d'aller travailler avec les jeunes sur toutes les questions de sexualité et la question de sexualité, de la vie sexuelle, affective, relationnelle et tout ça, hein, pas uniquement des questions que de sexualité, parce que souvent on a une vision un peu assez réductrice, et donc de pouvoir travailler avec ces jeunes depuis le plus jeune âge dans leur bassin de vie. Donc, avec nos partenaires locaux, on a décidé de travailler sur le Burkina, puisqu'il y avait la possibilité de travailler sur des quartiers. Et donc, avec comme objectif de ce programme, comme c'est affiché, hein, de créer une dynamique inclusive, positive autour des droits, de la santé sexuelle, reproductive, de la lutte contre le VIH et de l'accès aux services des jeunes filles et garçons, en intégrant leur environnement scolaire, sanitaire et de quartier. Donc, avec des objectifs spécifiques qui étaient de former des jeunes pères éducateurs depuis le plus jeune âge, en fait, depuis l'école primaire, hein, jusqu'au collège, et ensuite au lycée, de s'attacher aussi à renforcer dans le parcours et donc dans le quartier aussi, hein, les professionnels de santé pour qu'ils aient une approche jeune et de construire un référencement un peu solide qui fasse en sorte que les jeunes arrivant, jeunes filles ou jeunes garçons dans les centres de santé soient accueillis comme ils doivent l'être, hein, et de former aussi ces jeunes au plaidoyer. Et il y avait un aspect aussi, puisque le RENASSAGE était un réseau partenaire qui s'était créé à la suite de notre programme SSDG, santé, sexualité, droit et genre, de devoir
où en était effectivement ce partenaire local d'un point de vue organisationnel et gouvernance. Donc voilà, d'où en fait donc les quelques activités assez rapides que je vous donne là, qui ont été donc un diagnostic territorial, social, épidémiologique du territoire concerné, hein, donc qui a été mis en œuvre par une sociologue sur les 2 quartiers, ainsi qu'un diagnostic aussi organisationnel. Des formations qui sont prévues, des formations de pères éducateurs, des formations d'adultes aussi, de corps éducatifs, parents et relais et leaders, justement pour travailler sur la question de l'environnement en fait hein, de ce jeune et sur ces quartiers en intégrant sur cette réflexion pour contribuer en fait à avoir une vue, comment dire, une approche un peu moins taboue de ces questions-là concernant les jeunes, donc à savoir aussi bien le système éducatif, le système, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'accueil en matière de santé, la question aussi du corps éducatif, des parents et des leaders. Donc, avec un ciblage d'un certain nombre d'établissements et ensuite l'organisation, effectivement, d'événements en lien avec ces activités. Donc c'est un programme qui est financé, mais un programme qui est financé actuellement par l'Agence française de développement, qui est financé par la mairie de Paris et qui a un appui de la francophonie. Et donc, comme je l'évoquais, évoqué tout à l'heure, donc qui concerne 2 quartiers sur Bobo du Lasso, des quartiers un peu périphériques, hein, et un quartier aussi sur Ouaga. Pourquoi ces quartiers-là? C'est nos associations qui en ont fait le choix de par leur investissement et éventuellement le fait qu'il pouvait y avoir un manque patent effectivement d'animation et d'activité dans ces quartiers. En tous les cas, concernant Bobo du Lasso. Pour Bounguin et Ouaga, c'était autre chose, car en fait, le Renassage, hein, notre partenaire sur la ville de Ouagadougou, a un centre d'accueil et de formation et éventuellement d'accueil de santé avec des permanences parfois dans ce quartier-là. Donc, c'était intéressant pour nous de pouvoir l'utiliser aussi comme lieu de formation et de référencement pour les jeunes. Donc, pour nous, c'est un projet pilote puisque à la suite de ça, on aura une évaluation pour voir quels sont les éléments en termes de formation et d'accueil et de sensibilisation des différentes populations que j'ai évoquées précédemment, hein, des professionnels. Qu'est-ce qui est positif et un peu moins positif et qu'est-ce qui peut être modélisé. Donc, juste pour revenir sur le planning familial, qui est un mouvement d'éducation populaire, hein, qui est bien connu en France, mais qui n'est pas un mouvement, qui n'est pas une ONG de développement. Donc, le travail que l'on peut faire à l'international va être un travail partenarial avec des associations locales. Donc, les 2 partenaires que j'évoquais précédemment, donc le Renassage, hein, qui a été créé en février 2014 à l'issue justement du programme de SSDG, le Santé, Sexualité, Droit et Genre, qui avait été mené dans les 3 pays et qui concernait un certain nombre d'acteurs, et l'association Maya sur Bobo du Lasso, qui, quant à elle, intervient sur 4 domaines: le parrainage, la formation professionnelle, l'information et la sensibilisation, et la question de l'autonomie des femmes par des activités génératrices de revenus. Ensuite, donc ça a été ce que j'ai évoqué précédemment, hein, la question du diagnostic territorial et social épidémiologique qui a été réalisé par Madame Élise Henry. Donc, il y a des éléments que je pourrais vous donner si d'aventure ça vous intéresse, et un diagnostic organisationnel qui avait été fait en direction de Renassage sur Ouagadougou. Pour ce qui est des activités réalisées et en cours, donc en fait c'est un programme, la personne qui est en charge de ce programme, qui s'appelle Éléonore Stévenin, n'était pas disponible aujourd'hui, donc j'ai pris son relais. Et en fait, nous avons débuté en fait ce programme en janvier 2021 et il va donc, pour le moment, il est prévu sur 3 années.
Et donc, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, avec la difficulté que l'on sait pour ce début de programme qui s'est inscrit dans la période de la Covid, et donc avec les difficultés aussi de pouvoir éventuellement, soit de mobilisation locale, soit pour ce qui était les échanges que l'on voulait mettre en place entre les formatrices du planning familial et les formatrices de nos associations partenaires Renassage et Maya sur les 2 sites, qui ont été formés au cours des programmes précédents, pour faire une réactualisation d'un certain nombre de thématiques et travailler sur les questions de posture et de travailler aussi sur le fait que là, elles allaient être amenées à faire de la formation en direction de jeunes, ce qui n'était pas, et de tout jeunes, puisqu'il y a eu une première session, comme vous pouvez le constater, de jeunes pères éducateurs, qui a eu lieu en juillet et en août, à la suite de nos formations, elles qui avaient été de fait faites en visio. Donc effectivement, voilà, la première session qu'on a eu à faire, c'était des formations en visio, des échanges visio qui ont eu lieu avec ses partenaires locaux. On a une mission qui est prévue très prochainement, à la fin du mois de janvier et début février, pour faire un peu d'analyse de la pratique suite à la mise en œuvre de ces formations et travailler sur des modules spécifiques, puisque c'est au cours de l'année 2 qu'il y aura une formation plus complète et en direction des personnels de santé. Donc quelques photos pour illustrer. Donc vous voyez là les formations de pères éducateurs et d'animatrices et de leaders à Bobo Dioulasso. Donc une photo aussi. Ensuite la formation à l'identique des pères éducateurs, animatrices et leaders sur Ouaga. Animatrices, c'est les photos du centre. En fait, c'est des animatrices qui étaient déjà formées dans le cadre de notre programme SSDG et qui ont l'habitude de faire de l'animation de groupes de parole en santé globale. Et là, il s'agissait pour nous et avec les formatrices locales de Renassage et de Maya, de pouvoir les armer pour intervenir de façon plus aisée en direction d'un public jeune dans les collèges et les lycées, et de développer des séances avec dans ces établissements d'éducation à la sexualité, à la vie affective, relationnelle et sexuelle adaptée, bien sûr, aux âges de ces élèves. Donc, la coordinatrice, je l'évoquais précédemment, c'est Éléonore Stenem-Morguet. La coordinatrice de Renassage, c'est Marie-Salomé Diala-Zougrana, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre lors de webinaires de la plateforme ELSA, et ainsi que Aminata Diallo de l'association Maya. Voilà, pour ce qui est ce programme. Je suis ouverte à toutes les questions complémentaires et les informations que vous désiriez avoir sur ce sujet. Merci beaucoup Christine pour cette présentation. Pensez-vous dupliquer le programme ailleurs comme Madagascar, car le besoin est énorme aussi chez nous en matière d'éducation en santé sexuelle pour les adolescents et les jeunes? Pour l'instant, c'est une première étape pour nous. On touche à quelque chose d'assez sensible en matière de tabou. La question de la sexualité reste très tabou. La question de l'éducation à la sexualité l'est autant. La question aussi de contribuer à développer en fait et à lever un tabou autour de ces questions-là, particulièrement en direction des jeunes, pour leur permettre aussi de pouvoir avoir de l'information qui tienne la route, de pouvoir avoir des accueils qui leur permettent et éventuellement de répondre à leurs besoins. L'étude le prédiagnostic qui a été mis en place, qui a été organisé sur ces quartiers, a bien mis en évidence toute la difficulté pour ces jeunes de pouvoir parler de ça, de pouvoir avoir de l'information, de pouvoir éventuellement aller vers des services de santé sans être pas forcément maltraités, mais en tous les cas pas très bien accueillis, et en fait aussi des centres de santé qui ne sont pas, où il n'y a pas forcément d'espace d'essai. Bien sûr, il existe des centres jeunes vers lesquels on va éventuellement les référer, souvent animés par l'association du planning familial local, mais
il y a vraiment un travail à mener là-dessus sur l'idée, parce que c'est quand même assez particulier. C'est là où c'est innovant, c'est qu'en fait, les premiers pères éducateurs que nous venons de former, que nous avons formés, qui ont nos partenaires locaux ont formés, sont des élèves de CM1, CM2. Donc, l'idée après, c'est d'envisager, en espérant qu'ils vont poursuivre leurs études, de pouvoir éventuellement les suivre sur plusieurs années dans leur parcours scolaire et de pouvoir aussi en faire des relais qui, au fil du temps, vont se consolider et pourront être des repères forts par rapport à leurs pairs sur un certain nombre de questions qui peuvent les préoccuper dans des périodes en lien avec la puberté, en lien avec les évolutions des relations, la question du respect, la question des consentements, les questions des violences. Donc, tout ça est quand même assez complexe et donc d'où l'importance en décidant d'impliquer justement le corps éducatif, les mères, les parents d'élèves, et les mères les personnels de santé, les leaders, pour créer dans un quartier voir un peu qu'est-ce qui fait un peu levier par rapport à ça et qu'est-ce qui serait intéressant de pouvoir modéliser et de pouvoir, ou du moins d'aller plus loin vers d'autres territoires pour créer cette dynamique un peu plus favorable à l'information et à la gestion aussi des besoins de ces jeunes face à ces questions de relations affectives et sexuelles. Merci Christine pour ces précisions. Une autre question. Prévoyez-vous des documents de capitalisation sur ce projet pour partager vos analyses et expériences ? Oui, c'est complètement prévu. C'est envisagé justement parce que on veut pouvoir en tirer beaucoup d'enseignements et pouvoir effectivement voir après comment quels sont les éléments qui vont être intéressants pour prolonger ce programme sur d'autres territoires. On voit bien toute la difficulté, même je vois moi qui suis plus sur les territoires quand même français, de la question de l'éducation à la sexualité est quelque chose qui a beaucoup de mal à s'implanter alors qu'on en sait tous les bienfaits. Par rapport aux jeunes, pas forcément pour qu'ils aient plus de sexualité, c'est surtout pour qu'ils aient une meilleure information et qu'ils puissent décider au bon moment, quand ils veulent, et travailler dans ces espaces-là, justement, la question du consentement, la question où on travaille aussi les questions d'égalité, où on travaille aussi la question de la lutte contre les violences qui peuvent se mettre en place, justement, face et de l'acceptabilité aussi de choses, alors que ça va aller à l'encontre de ce qu'on a envie, quoi. Donc, c'est la connaissance aussi qui est importante de son corps, la connaissance de comment ça fonctionne, parce qu'on voit bien les vraies difficultés aussi de beaucoup de jeunes, je le vois même en France parfois, à pouvoir faire des choix en raison de ces questions-là, quoi. Ce manque d'information. Et alors, bien sûr, sur ce qu'on a pris en compte et ce qu'on veut prendre en compte dans le cadre de ce projet, c'est toute la dimension aussi, peut-être un peu Internet et la dimension des réseaux sociaux qui aussi en Afrique se développe aussi, et particulièrement qui peut être portée par des jeunes, et qui, la question des réseaux sociaux a renforcé, en tous les cas pour les jeunes, on l'a vu dans des conférences qu'on a pu organiser sur ces questions-là, et de l'Internet, a renforcé de façon importante en fait le réseau de pairs, c'est-à-dire l'information par les pairs, d'où l'importance de créer in situ dans les établissements scolaires et professionnels, depuis le plus jeune âge, des pairs qui vont être en capacité justement d'apporter des bonnes informations et ne pas orienter vers des sites qui vont faire de la désinformation ou de la culpabilisation ou etc., quoi. Voilà. Très bien. Merci Christine pour toutes ces précisions. On aura bien sûr le plaisir de retrouver vos documents de capitalisation une fois finalisés sur le centre de ressources de la plateforme ELSA. Et pour terminer, donc un dernier petit message. Donc, bravo Christine pour cette présentation. Donc, Christine, merci beaucoup.
Merci pour vos questions. Merci à vous. Donc, je vous remercie pour cet échange. Je vais passer la parole sans plus attendre pour les quelques minutes restantes pour conclure. C'est une responsabilité qu'a bien voulu accepter Leïla Lost en tant que coordinatrice de la plateforme ELSA. Leïla, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, merci Myriam. Un grand merci aux intervenantes et à vous les participants et participantes pour votre présence active. Il nous a semblé donc intéressant d'échanger sur les projets menés par les associations membres françaises en Afrique de la plateforme ELSA. Votre présence le montre aujourd'hui. Donc, vous êtes une cinquantaine de présents, vous étiez plus de 100 personnes inscrites. Et nous espérons que ces projets ados de SIDAction, Access et autonomisation de Solidarité SIDA, celui de Soltis sur l'auto-soin, le projet Page du planning familial, vous sont, grâce à nos échanges de ce jour, plus familiers. Nous espérons aussi que les équipes des 4 associations membres de la plateforme ELSA continueront de répondre à vos questions concernant ces projets. N'hésitez pas à nous contacter sur info@plateforme-elsa.org après ce webinaire. Vous le trouverez cette adresse mail dans le chat. Et ces projets donc sont complémentaires et touchent les populations les plus vulnérables. Jeunes, femmes, travailleuses du sexe, femmes usagères de drogue, les personnes LGBTQ+. Il montre notamment l'importance de travailler en complémentarité avec les associations et le système public pour obtenir un meilleur impact, un meilleur ancrage dans les programmes nationaux de lutte contre le VIH-Sida en Afrique et l'accès aux droits en santé sexuelle et reproductive. Et ces projets montrent aussi l'importance de partager les bonnes pratiques, de structurer nos associations afin de mieux répondre aux exigences de plus en plus grandes en fait des bailleurs internationaux, mais aussi de développer des synergies, des expertises régionales. Et ces expertises régionales dont vous faites partie amplement permettent aussi à nous, les associations, d'aller chercher, d'obtenir les moyens financiers nécessaires. Dans les prochains mois, la plateforme ELSA continuera à vous proposer ce type d'échange pour partager avec vous ces actualités sur nos associations respectives. Vos idées de sujets et d'intervention sont comme d'habitude les bienvenues. N'hésitez pas. Côté plateforme ELSA, cette année voit le projet Concertation 1 qui a démarré en juin 2019 et qui se termine en juin 2022 cette année, où étaient notamment proposés ces webinaires auxquels vous venez de participer comme celui-ci. Ils continueront, comme vous l'avez demandé, lors du prochain projet Concertation 2, qui lui débutera en juillet 2022 jusqu'en 2024. Alors, nous vous parlerons de ce nouveau projet plus en détail au milieu de l'année 2022 pour échanger avec vous et répondre à vos questions sur nos activités lors d'un webinaire dédié. Vous êtes toutes et tous les bienvenus comme d'habitude. Nous organiserons en particulier un événement avec vous, les 20 ans d'ELSA. ELSA a 20 ans en 2022. Et d'ici là, prochaine réunion thématique, toujours sous forme de webinaire, à noter dans vos agendas, jeudi 17 mars 2022 à 14 h. Vos interventions sont les bienvenues à toutes et à tous et nous parlerons peut-être de la recherche sujet à confirmer prochainement selon vos retours. Un grand merci et à bientôt.